Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans 4 jours, vous serez appelés à voter pour le premier tour des élections municipales. Afin de vous éclairer, France 3 Aquitaine vous propose ce soir 2 débats. Au programme, les enjeux à Bordeaux, puis à Villeneuve-sur-Lot. 1h30 d'échanges, de confrontations et d'explications. Premier débat, Bordeaux. Voici les candidats. Nicolas Florian, Les Républicains. Liste Ensemble, faisons-nous confiance, divers droite. Maire sortant, vice-président de Bordeaux Métropole. Pierre Urmic, Europe Écologie Les Verts. Liste Bordeaux Respire, Union de la Gauche. Conseiller municipal d'opposition, conseiller communautaire. Thomas Cazenave, La République En Marche. Liste Renouveau Bordeaux, La République En Marche, sans mandat. Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste, liste Bordeaux en lutte, extrême gauche, sans mandat. Bruno Paluto, Rassemblement national, liste Le Réveil bordelais, Rassemblement national, sans mandat. Se présente aussi Gilles Garçon, liste Le Temps des Bordelais, divers. Pascal Jarty, liste Servir Bordeaux, divers. Fanny Candal, liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, extrême gauche. Yves Simone, liste Suivez le guide, divers. Pour m'accompagner tout au long de ce débat, Yves Maugre, rédacteur en chef de France Bleu Gironde, et Jean Petot, politologue et enseignant à Sciences Po Bordeaux. Évidemment, donc 5 candidats sur ce plateau, 5 candidats tout en respectant les règles d'équité du CSA. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine. Pierre Urmic, vous êtes le conseiller municipal le plus ancien de Bordeaux, plus ancien sur ce plateau. Le plus d'expérience, vous voulez dire. Le plus d'expérience, certainement également. Vous êtes élu depuis 1995, ça fait 25 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui, les Bordelais auraient envie de vous voir devenir maire ? D'abord, ils savent qu'ils ont affaire à un candidat qui est déterminé. Je pense avoir fait preuve au Persévérant. Oui, opiniâtre même. Et constant. Je pense qu'en politique, c'est une qualité que les Bordelais sont capables de me reconnaître. Ils savent que les engagements que je prends aujourd'hui, à l'occasion de cette campagne électorale, je les tiendrai, comme j'ai solidement tenu le poste d'opposant, proposant, souvent constructif, je pense, mais ils savent que ma détermination a été totale et que demain, elle sera totale pour faire en sorte que cette ville de Bordeaux prenne enfin le virage de la transition écologique et climatique. Vous n'êtes plus un perdreau de l'année, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Oui. Vous avez encore des idées à transmettre et à faire passer à Bordeaux. Mais les idées que je défends depuis quelques années, vous le rappeliez, je pense qu'elles sont plus que jamais d'actualité. Et ce n'est pas au moment où ces idées commencent enfin à s'imposer dans le corps électoral qu'il faudrait que je déserte. Donc j'ai considéré, et surtout mes amis, parce que ce n'est pas une entreprise, j'ai jamais considéré que la politique était l'entreprise personnelle. Ce sont mes amis écologistes qui m'ont demandé de venir porter ces idées à l'occasion de cette élection municipale. Nicolas Florian, Pierre Urmic revendique l'expérience, une expérience que vous revendiquez également. Qui est le plus expérimenté des deux? La fonction de maire. Je suis maire depuis 1 an et je suis dans l'équipe municipale auprès d'Alain Juppé depuis 2014. Donc je pratique. Je suis en responsabilité. Et d'ailleurs, vous voyez, dans cette période, je suis plus à consacrer mon temps à gérer ce qui se passe autour du coronavirus plutôt qu'à m'occuper de la campagne électorale. On est là pour continuer le service public, voir que la chaîne de santé soit bien respectée. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les acteurs publics, que ce soit à l'hôpital, à la ville, qui continuent et qui assument la continuité du service public. Et je voudrais vraiment les remercier et puis avoir aussi une petite pensée pour ceux qui sont hospitalisés et les familles qui sont attentives à la santé de leurs proches. Nicolas Florian, on va revenir sur les dossiers locaux au cours de cette émission. Mais un point qui n'a échappé à personne sur ce plateau, le meeting de Thomas Cazenave cette semaine à Bordeaux, c'était hier soir en l'occurrence, avec un message vidéo du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'engage dans la campagne à Bordeaux. Ça vous a surpris ? Non, parce que... Ça vous paraît normal d'abord que le président de la République s'engage ? Je ne porterai pas de jugement de valeur. Après, le président de la République soutient de ses anciens collaborateurs. Je ne trouve pas ça choquant. Bon, la question, c'est de ne pas savoir si je suis le supporter d'un président ou le président qui est le supporter d'un maire. Le maire, il est là pour s'occuper des Bordelaises et des Bordelais, pas de savoir ce qui se passe au niveau national. Thomas Cazenave, c'était important d'avoir et d'afficher ce soutien ? Mais je pense que quand on veut remettre la ville en marche,
parce qu'aujourd'hui, elle n'a plus de projet, qu'on veut donner un nouveau souffle à la métropole, qui est à bout de souffle, pour faire le Grand Bordeaux, pour réaliser toutes nos transformations sur la rocade, sur la politique du logement, on a aussi besoin de l'État. Et une grande transformation de Bordeaux et de la métropole, on ne la fera pas tout seul. Et je crois qu'on a intérêt ici à Bordeaux aussi à avoir de bonnes relations avec le gouvernement, que ce soit avec le Premier ministre, que ce soit avec les ministres ou le Président de la République. Donc c'était important qu'il affiche aussi. Mais le Premier ministre, son il a des soutien. bonnes relations avec Nicolas Florian mais également. Il est venu il y a 15 jours, j'imagine qu'il vous a un peu vous a encouragé. Enfin, c'est ce qu'on a pu lire en tous les cas. On a de relations amicales. Par ailleurs, je ne voudrais pas m'écarter du sujet de l'actualité, mais enfin, moi, j'ai jamais pensé qu'un maire devait être dans la même obédience absolue qu'un président de la République. Ça voudrait dire que le jour où M. Mélenchon devient président de la République, il faudrait qu'il y ait un maire qui soit issu de la France insoumise. Je ne crois pas que ça soit très cohérent. Thomas Cazenave. Oui, moi je veux dire, j'ai travaillé pendant 2 ans avec Édouard Philippe, donc on se connaît bien. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est comment on remet notre métropole et notre ville en route. Nous sommes à l'arrêt. On va y revenir sur ce point-là. Jean Petot va intervenir. Jean. Non, mais on ne va pas faire tout le débat là-dessus, mais j'ai une question pour les deux, ça tombe bien, et qui remet un peu les choses en perspective. En 2008, au moment des municipales, Nicolas Sarkozy est venu à Bordeaux, il était sur la route de Pau, où il allait un peu taquiner François Bayrou, qui se présentait à Pau. Nicolas Florian s'en souvient forcément. Et c'était, je crois, pour l'inauguration du commissariat de Mériadec. Sur les photos, c'est très frappant. Il y a Nicolas Sarkozy qui est au premier rang comme président de la République. Puis il y a Alain Juppé qui est au 4e rang, pratiquement planqué, pour ne pas figurer à côté de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas des soutiens parfois qui sont plus embêtants que des absences de soutien? La question m'est adressée, j'imagine. Aux deux. S'agissant du président, moi je vais vous dire, il ne faut jamais se cacher. La politique, quand on s'engage, c'est un projet, c'est une équipe et c'est aussi des convictions politiques. Les miennes, elles sont connues des Bordelaises et des Bordelais. Moi, j'ai travaillé avec le président de la République, le Premier ministre, et j'ai créé avec Renouveau Bordeaux un rassemblement qui va au-delà, avec des équipes de chez Vincent Feltès, des équipes du MoDem, et certains qui ne sont pas engagés politiquement. Donc moi, j'assume, je le reconnais, je ne me cache pas. Est-ce que la politique du président de la République vous a pénalisé pendant cette campagne? Les retraites, le 49.3, est-ce que vous considérez que ça vous pénalise aujourd'hui? Non, mais je considère que les Bordelaises et les Bordelais, ils font la part entre ce qui relève du national et ce qui relève du local. En revanche, pour réussir la transformation de Bordeaux sur la mobilité, sur la question du RER métropolitain, de la rocade, on a besoin de cette aide-là. Philippe Poutou, vous, la politique nationale, la politique locale, on a presque l'impression que vous ne faites pas forcément beaucoup la différence. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on vous entend, on a l'impression que vous voulez une transformation nationale qui vous permette d'appliquer des réformes au niveau local. J'en sais rien. Le problème, c'est que non, mais partout, on a les mêmes problèmes. Enfin, si vous distinguez la question des politiques nationales ou des questions des politiques locales et donc de la vie des gens, de quoi elle dépend de l'ensemble. En clair, est-ce que le contexte 49.3, réforme des retraites, doit vous servir, vous, dans cette élection ? Non, mais enfin, c'est pas que ça serve ou pas, c'est qu'il y a une réalité sociale. Donc là, ce qui est intéressant à discuter, justement, c'est que Bordeaux est présenté comme une ville bourgeoise, une belle ville avec des beaux monuments, et que la réalité sociale, c'est de la pauvreté, de la précarité pour plein de gens, qu'il y a une sorte d'invisibilisation à Bordeaux, y compris, donc de cette classe sociale-là qui souffle, qui en prend plein la tête, et on s'aperçoit que ce qui se passe à Bordeaux, c'est exactement la même chose partout, finalement. Donc du coup, évidemment, entre la politique de Macron, qui est en train de flinguer les retraites, ou qui flingue la Sécu, qui flingue les indemnités chômage, et puis des villes comme à Bordeaux, où les mairies appliquent les mêmes politiques, mais même on pourrait parler de déclinaison politique à l'échelle d'un département ou à l'échelle d'une région. On s'aperçoit que c'est les mêmes politiques libérales qui attaquent les services publics, qui attaquent le niveau de vie des gens. Donc oui, il y a un lien dans tout ça. Donc en fait, nous, quand on est dans une campagne municipale à Bordeaux, on essaie de montrer voilà, où on en est nous. Parce que visiblement, là, les gens qui sont en face de moi, par exemple, ils ont l'air d'ignorer complètement la souffrance de pas mal de gens. Il y a une sorte de microcosme, on est entre nous, entre riches, entre bourgeois. On a dit qu'on n'essaie de pas se couper. Après, non, mais c'est quand même plus pratique. Donc du coup, il y a un aspect comme ça qui est assez révoltant. Et nous, on est là en train de dire, ben oui, voilà, ça va pas. Et donc du coup, par rapport, vous ne posez pas la question, mais vous disiez, il y a 2 expérimentés, effectivement, et que nous, à côté, la liste Bordeaux en lutte, on ne fait pas figure d'expérimenter parce qu'on n'a jamais rien géré. Mais finalement, c'est aussi notre avantage, c'est que de près ou de loin, on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces dernières années à Bordeaux. Voilà. Et donc, on est évidemment dans une sorte de légitimité, de contestation des politiques qui ont été mises en place, et donc de défendre une autre idée de
la vie politique va y revenir, municipale. Philippe Poutou. Non, je finis juste. Et donc, Oui, oui, oui. de l'idée On va y de revenir, on a comment le temps les de parler. richesses peuvent être aussi partagées, rééquilibrées au sein d'une ville, et comment on peut essayer d'avoir une politique qui réponde à l'urgence sociale et à l'urgence écologique localement. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut poser, et c'est l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on peut porter cette parole-là. Bruno Paluto, lorsque regarde et on lit les études concernant les électeurs, ils ont tendance à dire sur Bordeaux que tous les programmes se ressemblent. Pas du Il y a tout. quelques petits points de différence, mais sinon il y a une base solide où tous les programmes se ressemblent. Vous avez cette mais impression-là, pas vous du tout. Nous sommes d'abord, le Réveil Bordelais, nous avons des propositions très précises sur le cadre de vie, sur la fiscalité, sur le logement, sur la sécurité. Vous dites, nous sommes pour le une Rassemblement liste- national, vous dites que Bordeaux, c'est une terre de conquête. Enfin, vous C'est n'avez une jamais fait de interdiction, score mais ici. nous représentons, nous serons peut-être l'hirondelle qui fera le printemps, Bleu Marine, nous serons peut-être la surprise dimanche, du moins je l'espère. Nous sommes une liste de rassemblement des patriotes, des souverainistes, des nationaux, une alternative face à la gauche européiste, mondialiste, représentée par M. Humric ou par M. Poutou, et face à deux candidats macronistes, représentés par M. Cazenave, le candidat officiel, et par M. Florian, car M. Florian, dans sa liste, On y vient, a placé Florian, M. il y a Benoît longtemps. Simian, député La République En Marche du Médoc, ancien maire socialiste de Ludon-Médoc. Ce n'est plus du rassemblement, c'est de la confusion. Or, nous sommes cohérents. Nous sommes cohérents et les Bordelaises et les Bordelais veulent de la cohérence. Oui, elles sont très politiques, ces élections. Et nous lançons un appel vibrant à tous les électeurs orphelins de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, à nous rejoindre. Les électeurs de la droite qui, justement, patriotes, souverainistes On va parler des nationales, programmes. qui Oui, puis de On Bordeaux. va parler des mériteraient de programmes nous et donc rejoindre. de Bordeaux. Thomas Cazenave, vous vouliez réagir à Je ça veux réagir et Moi, en attendez, rebond, je n'ai pas intervenu par rapport à la allez problématique. revenir. en Pardon. rebond à ce que Oui, c'est disait la parole Philippe répondue. Poutou, moi je considère que j'ai une expérience. Moi, j'ai dirigé des administrations, j'ai travaillé en entreprise, j'ai travaillé effectivement auprès du Premier ministre. Cette expérience, parce que vous engagiez la conversation en disant que depuis 25 ans, 30 ans, Pierre Hermic, Nicolas Florian avec une expérience, je considère 25. qu'on peut avoir une expérience utile sans avoir exercé de mandat. Bah, Et l'important, d'autre c'est part, d'exercer la fonction, est-ce qu'on a les mêmes projets? C'est faux. Moi, je propose de faire de Bordeaux la ville-quartier, de transformer complètement la ville et de faire le Grand Bordeaux pour faire avancer la métropole. C'est un peu Nous sommes les paradoxal, seuls. monsieur Non, Cazenave. pas du Faire tout. un Grand Bordeaux avec une ville Et de non, quartier, c'est un et peu non. paradoxal. Mais c'est pour ça qu'elle n'avance pas, Monsieur Florian, aujourd'hui. Il faut pouvoir considérer que notre ville, elle a quitté son territoire, c'est toute la métropole, et elle Moi, je est suis à l'arrêt contre à le cause Grand de la cogestion qui a été inventée par Jacques Chaban-Delmas. Il serait temps d'imaginer autre chose. Et une ville plus proche, autour de 16 quartiers. Donc, cette vision-là, je suis désolé, je ne la vois pas dans les programmes des autres candidats. Alors, Pierre Urmic. à votre question, j'en reviens à votre question. En fait, elle pose clairement ce que doit être aujourd'hui le statut d'un maire. Moi, j'ai tendance à répondre à messieurs Florian et Cazenave qu'un maire aujourd'hui doit être totalement émancipé, totalement indépendant. J'appelle Nicolas Florian à s'émanciper de son mentor, en tout cas de son prédécesseur, Alain Juppé, qu'il appelle en permanence à rescousse pendant sa campagne. Donc, un maire doit être émancipé. Et je dis également à Thomas Cazenave qu'un maire doit être indépendant du pouvoir central. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un maire indépendant, c'est qu'il soit en capacité de résister au pouvoir central, M. Cazenave. Le pouvoir central a tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas, à vouloir faire payer aux collectivités ce qui est à la charge de l'État. Donc je pense que les électeurs attendent d'un maire ce souci d'indépendance vis-à-vis des pouvoirs autres, j'ai envie de dire aussi indépendance vis-à-vis des appareils politiques. Donc le débat que vous posez, c'est effectivement ce débat sur l'indépendance et l'émancipation d'un maire. Je pense que c'est pour moi des caractéristiques fondamentales du travail que nous aurons à faire dans les années qui Je viennent. peux rejoindre M. Hermic là-dessus. Moi, d'ailleurs, je suis un Girondin. C'est-à-dire que le maire de Bordeaux, il n'a pas à être sous la tutelle de quiconque. Et d'ailleurs, la plupart des maires, et moi le premier... Les maires peuvent avoir besoin de quelques coups de pouce de temps en temps. Bien sûr, mais enfin, j'ai pu vérifier depuis un an que je suis maire, et je le savais avant, que le maire de Bordeaux, quand il appelle quelqu'un au niveau de l'État, on le prend au téléphone. Et peu importe d'ailleurs celui qui occupe la fonction, dès lors qu'il occupe la fonction, on est entendu. Ça, c'est le B à bas de la question. Par ailleurs, on doit être dans une indépendance, mais surtout une autonomie. Et moi, je fais partie de ces maires, et d'autant plus depuis que je le suis, qui réclamons plus de moyens, plus d'indépendance, plus d'autonomie. Parce que l'important, c'est pas de savoir ce qui se passe en verticalité. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe sur notre territoire. Moi, ce qui m'intéresse, quand on me dit vous êtes le maire de Bordeaux, je suis d'abord le maire des Bordelaises et des Bordelais. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on va faire pour eux dans l'avenir, plutôt de savoir ce qu'on doit faire pour les autres.
Thomas Cazenave. Oui, non, là-dessus, moi je crois que Bordeaux, depuis 75 ans, a toujours eu un lien avec l'État, elle en a besoin. Quand vous disiez, par exemple, pour gérer la rocade, vous aviez demandé la gestion de la rocade, vous ne l'avez jamais obtenue. Quand il y a 15 jours, Elisabeth Borne, la ministre en charge de la transition écologique et des transports, est venue échanger avec nous sur les conditions de transformation de la rocade. Donc vous voyez que c'est utile d'avoir un lien avec Paris. Vous voyez que c'est utile, Monsieur Florian. Vous voyez que vous pouvez me laisser terminer. Vous voyez à quel point. Mais si, il faut quand même me laisser terminer, Monsieur Florian, même si la réponse vous déplaît. Ah non. Et je vais vous dire, Madame Borne nous accorde la compétence sur la rocade. Et je vais l'appeler cet après-midi pour savoir si c'est le cas. Vous pourriez laisser le débat. Allez-y. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on a toujours besoin d'un lien parce qu'on ne peut pas tout décider seul ici. Et on peut à la fois avoir besoin de l'État et affirmer son autonomie pour répondre à M. Hermy. Alors ça tombe bien, vous parliez de la rocade. La préoccupation principale des Bordelais, c'est la mobilité. On connaît tous les bouchons sur la rocade, les boulevards saturés. Les boulevards, justement, c'est un chantier qui a été lancé par Bordeaux Métropole ces derniers mois. Est-ce qu'il faut limiter la circulation des voitures sur les boulevards, Pierre Urmic ? Il faut reconfigurer les boulevards, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Il faut faire en sorte que les boulevards ne soient plus une mini-rocade. Le problème des boulevards, outre la place de la voiture, c'est le problème de la pollution. Les gens, il faut penser aux gens qui habitent sur les boulevards. Sur le faut constat, penser tout le monde est d'accord, je crois. Alain Juppé, déjà en 2014, avait prévu de s'attaquer tous les candidats. Que de retard. Que de retard. Absolument. C'était une le mesure constat, il est emblématique fait. du programme. Concrètement, il se passe quoi sur le terrain ? Il y a des choses simples à faire sur les boulevards. Nous, on propose des choses très simples à faire sur le boulevard. D'abord, faire en sorte que les mobilités soient toutes représentées sur les boulevards en fonction de ce qu'est leur place réelle dans la vie de la cité. C'est-à-dire qu'au moment où Bordeaux fait beaucoup de vélos, il est absolument scandaleux que les bandes cyclables sur les boulevards soient aujourd'hui un véritable coupe-gorge. Il faut faire en sorte d'avoir sur toute la longueur des boulevards de vraies pistes cyclables sécurisées. Vous les mettez où, les pistes cyclables ? Vous les placez où ? On les fait passer à la place des voitures. Enfin, il y aura toujours la place pour les voitures. Vous réduisez la place pour les voitures. Bien sûr, quand même. Quand je vous dis qu'il faut rééquilibrer... Vous savez, je vais vous dire, la place de la voiture en ville, c'est 29% des déplacements. Et pourtant, c'est 70% de l'espace urbain. Donc je dis qu'à un moment, il faut rééquilibrer tout ça. Donc, moins de voitures, pas de mini-rocades sur les boulevards. Par contre, des pistes cyclables sécurisées tout le long des boulevards et également un transport en commun performant sur toute la longueur des boulevards qui va même jusqu'à la Rive Droite, jusqu'à Senon, qui emprunte le pont Chabord-Delmas, et puis un lieu à vivre. Il ne faut pas parler que des modalités de déplacement. Il y a des gens qui habitent sur les boulevards, il y a des commerces sur les barrières. Donc tous ces gens-là réclament un urbanisme apaisé. Voilà. Et cette notion d'urbanisme apaisé, c'est une notion très importante à l'intérieur de notre programme. Monsieur Baluto, s'il vous plaît, oui, nous, dans un premier temps, nous ne voulons pas stigmatiser la voiture. Nous sommes peut-être, je représente la liste, le Réveil Bordelais, le candidat qui ne stigmatise pas de car bashing, pas justement haro sur l'auto, voilà, ni au niveau fiscal, ni au niveau des stationnements, ni au niveau de la circulation. Nous avons, nous, une solution pour Bordeaux et pour d'autres grandes villes, d'autres métropoles. C'est ce que nous appelons la démétropolisation. Mais la question, M. Baluto, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les boulevards ? Si vous laissez les voitures, vous faites pas de transport en commun, vous ne faites pas de pistes cyclables. Non, tout à fait. Diminuer la circulation au niveau des boulevards en désasphyxiant la ville, désengorgeant la ville, la métropole, le centre-ville et les boulevards, ce qui permettrait justement d'avoir une meilleure circulation sur ces boulevards, une extension des transports en commun, et nous transformerons, M. Urmic parle de certains quartiers proches des boulevards apaisés, mais nous voulons aussi apaiser certains quartiers en les transformant en villages. C'est ce que nous appelons la civilisation écologique. Désasphyxier la ville en revitalisant les zones périphériques, donc diminuer la circulation au niveau des boulevards, et en parallèle créer des quartiers transformés en villages où il y aura un équilibre à la fois pour l'automobile, pour les autres moyens de transport alternatifs, pour les vélos, pour les trottinettes, pourquoi pas, où il y aura une meilleure, justement, possibilité de stationnement. Nous voulons aussi pour conclure sur ce point. Oui, tout à fait. Donc cette démétropolisation, désasphyxier la ville et rééquilibrer nos quartiers qui seraient transformés en villages. Sur ce point et sur les boulevards, alors c'est un peu précis, mais comment est-ce que vous voyez cette évolution, sachant qu'on voit bien que la place est entre les voitures, les vélos, garder les arbres, des trottoirs, c'est un peu compliqué.
Alors pour parler franchement, à Bordeaux en lutte, dans notre liste, on n'est pas capable de discuter comme ça. Et on n'a pas vraiment envie, c'est-à-dire de saucissonner. Ça ne vous intéresse pas ce sujet-là? Non, mais dites pas ça, parce que ça ne peut pas le faire. Là, Donc, non, question. Ça nous intéresse, mais on ne discute pas comme ça, c'est tout. Donc moi je vous dis comment on raisonne. Nous, le problème du transport, c'est une question globale. C'est la question du déplacement. Donc avant de rentrer dans du détail, parce que là on est quand même sur quelque chose a priori sérieux, on discute politique, on discute de comment... Absolument, c'est sérieux. Quelle politique demain, voilà. Qui sont donc tous les du jours coup, dans la les question voitures des sur les boulevards, c'est sérieux. Si on passe sur les boulevards, si on passe à tout le reste, on va pas, ça va vite venir. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est que la question des transports, c'est une question globale. Donc c'est vraiment aussi une question d'aménagement du territoire. Pourquoi on se déplace comme ça? Pourquoi il y a des bouchons? Pourquoi il y a la rocade? Pourquoi il y a tout ce bordel-là? Donc on pourrait discuter de la conséquence de politique a été de concentrer les richesses, l'activité sur Bordeaux et sur le pourtour de Bordeaux. Donc ça pose déjà un problème de comment on vit sur le département, comment on vit on sur entend la bien Gironde. votre constat. On commence par quoi? J'ai fini parce que on commence par quoi? Si on veut prendre ce que je dis, il faut être aussi capable d'aller au bout de ce que je dis. Donc nous, le problème, c'est la question du déplacement sur tout le département. Donc après, le problème du transport, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sortir des bagnoles, il faut sortir du tout camion, parce que c'est à la fois un problème écologique, mais aussi une question sociale. Donc nous, après, on essaie de raisonner comme ça. Donc après, la question qui suit, c'est, nous, on est pour les transports collectifs, on est pour un service public des transports qui permet de raisonner pas juste le boulevard. Qu'on arrive à faire le lien entre les boulevards, la rocade, est-ce qu'il faut un nouveau contournement ou pas? Nous, on est contre. Est-ce qu'il faut développer le trafic sur le fleuve? Nous, on est pour. Est-ce qu'il faut développer des bus? Nous, on est pour. Est-ce qu'il faut aller sur le métro? Nous, on est contre. Mais il faut qu'on arrive à discuter ça, connecter ça, y compris avec le vélo. Comment on fait le lien entre le bus, le vélo, la voiture? C'est tous ces problèmes-là qui sont posés. Donc vous vous rendez bien compte que discuter du boulevard, on peut pas le faire comme ça. Après, on rentre dans les détails. Vous commencez par quoi? Demain, vous êtes ou dans 10 jours, service public vous des êtes transports, élu maire service de public Bordeaux, des vous faites transports, quoi? service public des transports, parce que Keolis, c'est des boîtes privées qui se font de l'argent sur le transport public, on est contre. Service public des transports, gratuité du transport pour toutes et tous. Et ensuite, on développe le transport collectif parce qu'on sait que c'est d'abord c'est une réponse sociale parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se payer le transport correctement. Et c'est aussi donc une réponse écologique parce qu'on sait que la pollution est vachement liée au transport. Et donc, c'est des réponses urgentes qu'il faut qu'on mette en place. On a entendu votre début de réponse, on y reviendra. Jean Petot, vous vouliez intervenir? Non, sans vous énerver, et je vais vous poser une question. Quel moment, cher Philippe Poutou, est-ce que vous n'êtes pas en train de toucher du doigt la difficulté pour un candidat révolutionnaire qui veut changer la société profondément de vous présenter à une élection locale? Et est-ce que ça ne s'explique pas un peu le fait que vos camarades du NPA à Bordeaux étaient un peu plus réticents de vous voir arriver que ceux de France Insoumise? Non, au contraire, c'est très intéressant de discuter politique et le municipal, c'est pas du truc technique. C'est là, les politiciens, ils aiment bien ça, le petit détail, parader, parce qu'en fait, ça pose pas de débat entre vous, ça. Mais si, mais là, on discute d'autre chose. On discute de la question de comment on mène une campagne, parce qu'après, il y a des camarades du NPA qui mènent pas campagne, ça c'est leur problème. Nous, on mène une campagne. Et justement, ça permet de montrer qu'on peut discuter autrement de ces choses-là. Parce qu'on peut passer des heures à faire le malin sur les pistes cyclables, s'il en faut 200 km ou 300 km, on peut le faire, ça. On peut faire plein de choses comme les gens font. Ah, mais bien sûr, on est pour, ah, mais bien sûr, on va le faire. Mais après, on peut aussi discuter politique. Et on peut discuter qu'en fait, la gestion d'une ville, ce sont des choix politiques. C'est pas juste une question technique, c'est pas juste une question d'expérience. C'est comment on fait, est-ce qu'on répond à la souffrance? Non, pas fini. Il y a une question qui est posée dans mes Est-ce qu'on répond aux problèmes sociaux ou est-ce qu'on essaie de gaver les riches dans les mêmes? Voilà. Nicolas Florian. Alors, quelques mots sur les boulevards. Oui, parce que je suis quand même celui qui a relancé la concertation et la réflexion sur les boulevards. Ça, c'est une promesse non tenue d'Alain Juppé sur les boulevards qu'il avait prévu sur son mandat de les faire évoluer. On n'a pas pu le faire. Et moi, dès que je suis devenu maire, la première décision que j'ai prise, c'est que j'ai pris une délibération pour saisir Bordeaux Métropole, et Patrick Bobet m'a suivi, les 4 maires qui sont sur les boulevards m'ont suivi, de lancer une concertation pour le devenir de ce qui aujourd'hui est une frontière. Et c'est pour ça que dans mon esprit et dans l'esprit de mes collègues maires, c'est boulevard et barrières et une bande de 200 à 300 mètres de vie intra et extra-boulevard. Il y a les questions de mobilité. Pierre Remy, il a raison. Moi, j'y habite sur les boulevards. Donc, je vois bien que la piste cyclable, elle est pas assez sécurisée. Je vois bien qu'il y a un certain nombre de trottoirs qui ne sont pas assez aux normes. Et sur les 12 kilomètres, on doit avoir une vision d'aménagement urbain. Est-ce qu'a voulu faire Alain Juppé sur les quais? Il a réussi. Je souhaite le faire sur les boulevards, en faire un vrai lieu urbain. Et c'est pour ça que les barrières sont aussi importantes que les boulevards de façade à façade. Merci Thomas Cazeneuve sur ce point. On passe à un autre point. Mais sur les boulevards, c'est un bon exemple effectivement d'engagement non tenu. Et vous étiez dans cette équipe municipale qui avait fait de ce projet le grand projet. Jamais 100% de ce qu'on a. Mais c'était sûr, c'était la grande proposition qui n'a pas été tenue. C'est des paroles et des actes. Mais au fond, ce qu'on est en train de dire, ça n'a aucun sens de regarder le problème des boulevards sans regarder l'ensemble du problème de la mobilité. On est d'accord. Parce que c'est pour ça qu'on va aborder vous me permettez de répondre. Si les voitures sont sur les boulevards, c'est bien qu'à un moment, on ne les a pas retenues avant.
Combien de parcs relais on peut créer autour de la rocade? Quelles alternatives à l'utilisation de la voiture pour éviter qu'elle se retrouve sur les boulevards? Donc ça n'a aucun sens de saucissonner en effet le débat sur la mobilité. Et le grand problème de la mobilité, c'est qu'on a un problème métropolitain, que les décisions qui sont prises en matière de mobilité à la métropole ne sont pas les bonnes, qu'on prolonge les lignes de tram alors que ça n'a aucun sens d'un point de vue économique et d'un point de vue d'investissement. Notre métropole ne fonctionne plus. Notre métropole fonctionne comme elle a été inventée par Jacques Chaban-Delmas. Et quand je dis je veux faire le Grand Bordeaux, on doit changer la gouvernance de la métropole. Le suffrage universel direct. On aurait pu avoir un vrai débat métropolitain avec des candidats métropolitains. Et c'est de ça dont on souffre aujourd'hui. On est empêché, notre métropole, elle dysfonctionne gravement et ça se retrouve aussi sur les boulevards. C'est intéressant, Thomas Cazenave, ce que vous dites, parce que sur le fond, autant avec M. Urmi que M. Cazenave, moi je suis pour les extensions de lignes de tram. Le tram, ça fonctionne. Oui. Ça permet, avec le réseau de bus, de transporter 168 millions de personnes par an. Plus les moyens. Mais bien sûr qu'on a les moyens. Non, bien sûr. Pierre Urmic, il faut répartir le temps de parole. Pierre Urmic, on vient de réagir à ce que j'ai pas dit. Ça peut être des bus. Pierre Urmic, s'il vous plaît. Je suis content d'abord que Thomas Cazenave vienne sur le thème de la cogestion. Je lui dis bienvenue au club. Ça fait des années que je me bats contre la cogestion des maires. C'est-à-dire le troc entre les maires de la métropole, c'est-à-dire je vote ton grand stade, tu votes ma piscine. Attendez, pour expliquer les choses, on parle là de la métropole avec une cogestion historique, ça veut dire que vous êtes contre, si vous êtes élu maire de Bordeaux, vous serez contre la cogestion. Je ne vais pas quand même nier des années d'un combat politique qui a consisté à dire envers et contre tout et contre tous que la cogestion était un système de gouvernance de la métropole totalement dépassé. C'est le troc entre maires, ça se fait au détriment de l'intérêt général métropolitain. L'addition des intérêts municipaux, j'ajoute égoïste, n'a jamais défini un intérêt général. Il faut arrêter les tramways des maires. C'est quoi les extensions de maires? C'est un maire qui dit un matin, mais dans sa campagne électorale, je veux le tramway sur ma commune. Au hasard, ça met d'Aranjal. Et qu'est-ce qu'on fait après? Tous les autres maires disent... Attendez, vous m'écoutez? Ah non, écoutez, vous m'écoutez pas. Non, mais écoutez, on peut arrêter le dialogue. Sur la forme. S'il vous plaît, essayez de vous entendre. Vous m'écoutez, on fait un tramway pour les maires et pas pour les habitants. C'est ça la cogestion, c'est ça le tramway des maires. Ça coûte horriblement cher, 20 millions d'euros du kilomètre. Nous, on a dit d'emblée aux électeurs, nous, on va vous faire économiser d'emblée les 95 millions d'euros du tramway vers Saint-Médard-en-Jalles, qui a été jugé avec un bilan socio-économique insatisfaisant. Donc ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses et que l'on va pouvoir dépenser autrement. Il faut arrêter cette logique municipale qui s'est emparée de la gouvernance de la métropole. Attendez, juste une dernière question. Oui, c'est une différence fondamentale, mais qui n'est pas récente. C'est important de dire. Qui n'est pas récente. S'il vous plaît. Voilà, moi, j'étais peut-être le seul élu métropolitain à ne pas voter pour le président de la métropole, en l'occurrence le très respectable maire du Bouscat, en disant je ne veux plus de cette gouvernance municipale de la métropole. Je vais vous donner la parole. J'ai eu le courage de le dire. S'il vous plaît, attendez. J'ai eu le courage de le dire. Pierre Urmic, juste une question. Non, Nicolas Florian. J'ai toujours eu le courage d'expliquer mes votes. On va revenir. Attendez, ne chevauchez pas les conversations, s'il vous plaît. Une dernière question sur ce point-là. Oui. Est-ce que le maire de Bordeaux doit forcément être le président de la métropole? C'est le mot forcément qui est de trop dans votre question. Faut pas forcément. C'est pas forcément un maire non plus. Permettez-moi de vous le dire. En tout cas, sachez que je mettrai tout en œuvre pour casser cette logique municipale qui nuit à l'émergence de l'intérêt général métropolitain. Vous pourrez compter sur moi. Bruno Paluto, vous vouliez réagir? Non, je rebondis sur ce que dit M. Cazenave sur justement vouloir une surmétropolisation avec une élection des conseillers métropolitains au suffrage universel, plus de métropoles. Non, nous sommes favorables à la trilogie, la commune, le département et l'État. Avoir un maire qui soit plus proche c'est la loi MAPNAM, c'est le millefeuille administratif qui nous coûte très cher, plus d'impôts. C'est la disparition de la nation, finalement. C'est l'Union européenne. Finalement, la seule alternative, c'est nous, des européistes et des mondialistes de gauche ou ultralibéraux représentés par M. Cazenave et M. Florian à ma gauche. Je vais répondre. Je termine. Gaulliste, oui, nous sommes gaulliens. Nous sommes gaulliens comme Jean-Paul Garot et Thierry Mariani, qui de la droite populaire, qui soutiennent notre liste. Tout à fait. Donc, je termine un mot. Nous sommes. Non, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je termine une surmétropolisation. Oui, mais une surmétropolisation, justement, qui entraînera une pauvreté des campagnes, des zones rurales périphériques, ce qui a
des oubliés, des invisibles, ce qui a abouti d'ailleurs à la crise des Gilets jaunes. Vos confrères m'ont interrogé justement, France 3 m'a interrogé au mois de janvier 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, en me demandant pourquoi à Bordeaux il y avait beaucoup de crises des Gilets jaunes, beaucoup de violences. J'ai répondu parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté et de misère dans les zones périphériques, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc il faut revitaliser les centres-bourgs, rééquilibrer le rapport entre cette métropole hypertrophique, qui nuit d'ailleurs à des villes moyennes, comme Poitiers, Périgueux, Angoulême, Limoges, et qui nuit aux campagnes qui sont oubliées, où il n'y a plus d'écoles, où il n'y a plus d'entreprises, où il n'y a plus de travail, plus de chômage, plus de maisons de santé. Donc rééquilibration, un ticket gagnant-gagnant, contre une surmétropolisation. Nous proposons cette démétropolisation à visage humain, avec un réaménagement du territoire judicieux et intelligent. Thomas Cazenave. Non, mais alors d'abord, oui, je défends l'Europe, donc notre écart, il est net. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vivre, travailler uniquement dans Bordeaux, ça n'existe pas. Les Mérignacais, les Pessaquais, les Floiraquais, les Bordelais vont des fois à la même salle de spectacle, utilisent les mêmes infrastructures sportives, vont au même CHU, empruntent des transports en commun. Notre territoire, aujourd'hui, il est empêché par cette organisation. On aurait dû demander, comme c'est le cas à Lyon aujourd'hui, au Grand Lyon, un suffrage universel direct. Obtenir cette évolution législative, les élus aujourd'hui ne l'ont pas demandé. Le maire de Bordeaux ne l'a pas demandé. Et c'est la seule solution pour avoir une vraie métropole harmonieuse, tout en créant une ville plus humaine. La ville-quartier, la ville de ces 16 quartiers. Il ne faut pas opposer une ville humaine avec une métropole plus forte, plus harmonieuse, qui montre aujourd'hui toutes ses limites. Faisons le Grand Bordeaux. Non, moi pour le coup, je suis vraiment en contradiction avec l'ensemble des intervenants. S'agissant de la cogestion, c'est quoi la cogestion ? C'est se mettre d'accord entre élus responsables sur les grands dossiers de l'agglomération. C'est ce qui s'est passé avec le tramway. Si on a réussi à faire le tramway, c'est pas un risque de consensus mou ? Non, mais et par ailleurs, l'autre paradoxe, et où je m'inscris véritablement en différence avec messieurs Urmic, Cazenave, enfin avec tout le monde d'ailleurs, c'est nier l'intérêt de l'extension des lignes de tram, c'est favoriser la concentration et la congestion. Il faut aller les chercher les gens là où ils habitent, là où ils sont. On ne peut pas nous proposer de faire des parkings de rabattement à l'extérieur de la métropole sans aller avec un transport en commun. Je trouve que c'est un contresens. Enfin, sur la question du suffrage universel, je crois que M. Cazenave, il y a une petite confusion entre ce qui relève de la gouvernance, le vote et le pilotage. On peut très bien piloter une agglomération sans qu'elle soit faite avec un suffrage universel. Ça, c'est la gouvernance. Et par ailleurs, c'est la loi MAPTAM, il a raison, 2014. Sauf que c'est le législateur qui, un an avant l'élection, aurait dû dire à Bordeaux, comme ailleurs, à Lyon, on ne l'avait pas demandé, monsieur Florian. Vous ne l'avez pas demandé. Il n'y avait pas d'accord politique là-dessus. Voilà, d'où le problème. Et sur le tram, il va falloir dire la vérité aux Bordelaises et aux Bordelais. C'est que ça marche bien. L'endettement de la métropole explose dans les 3 prochaines années. Ce n'est pas vrai. Arrêtez, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Florian. Ben oui, mais enfin, quand on dit des contre-vérités, moi je suis responsable. Je vous rappelle des faits. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. L'endettement de la métropole explose dans les 3 prochaines années parce que des décisions irresponsables, notamment sur la prolongation des lignes de tram, sont faites vers Saint-Médard et qu'il va falloir renouveler tout le matériel. Et je ne suis pas contre les transports en commun, monsieur Florian. Vous pouvez mettre un bus en site propre. Il est prévu. Parce que politiquement, le maire le veut. Donc on a un gros problème de développement de la métropole. Tout le monde le sait. Il est temps de penser à notre modèle. Oui. Voilà. Si ça ne dérange pas, je vais dire quelques mots. Parce que là, on chevauche. Non, on gère les temps. On vous écoute. Alors, il y a des mots comme métropolisation ou comme cogestion. Enfin, ça peut être des mots des fois que tout le monde ne comprend pas. Mais nous, ce qu'on a envie de dire là-dessus, c'est sur la cogestion. C'était une réalité à un moment donné. C'était donc du coup un accord gauche-droite finalement pour gérer ensemble à peu près une politique globale sur l'ensemble de la ville et de la métropole. Bon, nous, on était en profond désaccord. D'ailleurs, M. Urmic a été élu sur une liste de Feltes, qui était le champion un peu de la congestion à l'époque avec Juppé, quoi. Mais sur ces questions-là, nous, on discute plutôt de comment une politique peut être menée en réponse donc, aux besoins sociaux. Et donc, c'est aussi la question d'une démocratie. Nous, on pose le problème d'une démocratie directe. De quel lien il peut y avoir entre donc, des élus municipaux, un conseil municipal et les quartiers. Et nous, on défend l'idée de conseil de quartier décisionnaire. C'est-à-dire qu'on pense qu'il ne faut pas
juste des réunions pour réunir les gens, alors est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ou pas dans le quartier, mais comment en fait la population s'organise et a le moyen de décider de ce qui la concerne et de ce qui pourrait répondre à ses propres besoins. Donc c'est aussi tout ce problème de lien, et comment un conseil municipal, plutôt que parce qu'après on le voit bien, un maire il a des surpouvoirs, que ce soit sur une ville ou même au niveau de l'agglomération. Le président de l'agglomération, enfin de Bordeaux Métropole, il a un surpouvoir, donc il faudrait discuter donc de cette question démocratique et donc de cette possibilité pour la population de choisir ce qui la concerne directement, et c'est le lien aussi entre un conseil municipal et le tissu associatif, parce qu'en fait on s'aperçoit que, parce qu'il y en a qui peuvent faire le malin sur l'expérience, nous on gère et tout ça, mais on pourrait essayer, c'est sérieux de gérer une ville. Mais bien sûr c'est sérieux, mais justement parce que c'est sérieux, n'employez pas l'anathème. N'employez pas l'anathème. Moi je vous finis, après vous pourrez peut-être respectez-moi. Mais le respect, on peut en parler. Je vous respecte. Non, vous respectez pas. Je vous respecte à vous. Je peux vous le ressortir. Ce que vous avez fait à Ford, c'était de vous. Votre incapacité d'empêcher la fermeture des usines Ford, et comment vous avez signé un accord avec Ford, c'est justement de l'irresponsabilité, et comment vous pouvez condamner l'usine, condamner des emplois, et tout en ayant l'air tout propre. Donc vous avez quand même de ce point de vue-là une très mauvaise gestion. Et ça, c'est le dernier exemple. Donc sur la question démocratique, je pense que c'est important de poser ces problèmes-là, parce qu'en fait l'expertise, ou en tout cas la compétence, le savoir-faire, les solutions, parce que même quand on parlait de la question des transports, juste pour faire un petit aller-retour avec les boulevards, c'est qu'on sait qu'il y a des associations comme Vélocité, on sait qu'il y a pas mal d'associations qui bossent là-dessus et qui savent à peu près. Vous êtes très en avance, Philippe Poutou, vous êtes très en avance. Vous êtes très en avance sur le temps de parole. Vous voyez que les boulevards, ça vous intéresse, vous venez d'y revenir. Non, c'est pas ça. Si, vous venez d'y revenir. Ça, vous avez pas passé votre temps. Vous posez les questions que vous voulez, mais je fais les réponses que je veux. Oui, mais en respectant les autres candidats, vous êtes très en avance. Stigmatiser parce que j'ai non, je ne vous stigmatise pas, vous êtes très en avance. Du coup, c'est pas que les boulevards m'intéressent, c'est que puisque vous en parliez au début, juste pour discuter de ça, en fait, on a l'expertise qui existe réellement. Il y a tout un boulot associatif qui est fait au quotidien sur tous les domaines, et on pourrait s'appuyer sur ce travail-là. Et donc, du coup, la démocratie qu'on pourrait mettre en place, c'est ça, c'est un conseil municipal, tout un tissu associatif et du lien avec les quartiers populaires notamment. Merci. Jean Petot, vous vouliez intervenir. Il y a eu un petit échange là, une petite remarque de Philippe Poutou à l'égard de Pierre Urmic, qui rappelait que Pierre Urmic avait été élu sur la liste de Feltès, qui était le principal chantre de la cogestion. Mais au détour d'une phrase, Pierre, vous avez dit que c'est pas nécessairement un maire qui pourrait présider la métropole. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans votre liste, si vous êtes élu maire de Bordeaux, quelqu'un pourrait présider la métropole, comme ça s'est passé, par exemple, à Strasbourg, entre monsieur Grossman et madame Keller, qui étaient tous les deux élus sur Strasbourg. Je crois qu'ils ont dû mettre à peu près 3 mois à se déchirer entre eux très très vite, entre l'agglomération et la ville. Ou alors quelqu'un qui serait dans une liste avec laquelle vous pourriez fusionner éventuellement au deuxième tour, qui pourrait éventuellement prendre la présidence de la métropole, et vous resteriez sur la ville, puisqu'on a compris que la métropole, c'est pas vraiment votre horizon. Non, je ne partage pas du tout votre conclusion. La métropole, c'est mon horizon. Ça fait des années que je me bats pour que la métropole change de gouvernance. Donc c'est vraiment mon horizon politique, et j'userai vraiment de mon influence politique pour faire en sorte qu'elle soit dotée enfin d'une nouvelle gouvernance. En même temps, ne brûlons pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Quand vous êtes ouvert dans un débat, et je pense que ça a été un peu la caractéristique que j'ai voulu donner vis-à-vis de la gouvernance de la métropole, n'essayez pas maintenant de m'enfermer derrière des martingales politiciennes en disant « vous avez envisagé ceci ou cela ». Aucune martingale, aucun accord politique, simplement un jeu ouvert, et je ferai tout. Je rebondissais sur le fait que vous disiez que ce n'était pas forcément la maire qui pouvait présider. Mais vous avez bien retenu, pas forcément. Pas forcément. Merci. Ça veut dire que le jeu est ouvert. Et Nicolas Florian sont très en retard. Nicolas Florian, vous vouliez réagir sur ce point rapidement, parce qu'on va aborder un autre sujet. Sans enjamber les scrutins ou tirer des plans sur la comète, je pense qu'il serait naturel que le maire de Bordeaux, si je suis réélu et que les conditions politiques soient réunies, moi j'ai l'ensemble des maires des communes de communauté d'avenir, Pessac, Talence, Gradignan, Le Bouscat, qui soutiendront ma candidature si nous avons une majorité. Et je trouve justement que c'est un facteur, j'allais dire, de cohérence, de pragmatisme, et que pour Bordeaux, pour le coup, ça a du sens que le maire soit aussi président de l'agglomération. Après, en 2026, je pense qu'on ira vers un suffrage universel direct. Là, ça sera une autre question. C'est nouveau. Alors moi, quelques secondes sur ce point. En quelques secondes, au lieu de brûler les étapes par de l'élection à la métropole, je veux revenir sur la vie de quartier. Pourquoi je veux transformer... Si, je réponds à Monsieur Poutou. Je réponds à Monsieur Poutou, la démocratie locale à la maille des 16 quartiers non des 8 dans lesquels on dédie un budget, parce qu'il nous faut
permettre aux Bordelaises et aux Bordelais de s'investir dans leur quartier, l'évolution de leur quartier, et c'est transformer la vie politique locale et la démocratie locale que de renforcer les quartiers, renforcer les conseils de quartier. C'est noté. Dédier Bruno un Paluto, budget, c'est sur ce fondamental. point, Bruno Paluto. Un tout petit. Nous sommes favorables au référendum d'initiative citoyenne aux RIC locaux. Nous avons d'ailleurs un actif dans certaines villes gérées par le Rassemblement national, notamment à Hayange, avec Fabrice Engelmann. Il y a dans de très nombreux quartiers de la ville des référendums d'initiative citoyenne pour la réalisation, avant la réalisation de grands projets. Eh bien, si je suis élu maire de Bordeaux, j'instaurerai des référendums d'initiative citoyenne locaux dans nos quartiers qui seront transformés en villages. Un grand projet qui aboutit. Nicolas Florian. Nicolas Florian. Justement, moi, je n'ai pas une vision administrative des choses. La question, c'est pas de savoir s'il faut 8 ou 16 quartiers. Et l'idée de multiplier par 2 le nombre de quartiers. Quand je propose de créer un 9e quartier sur le fleuve, c'est que je considère qu'il y a un sens en termes de lieu de vie. Donc, c'est pas une vision technocratique. Il n'y a pas d'habitants sur le fleuve. Multiplier par 2 les limites administratives d'un quartier, c'est de savoir quelle est la vision polycentrique de la ville et où sont les centres dans la ville. C'est pas savoir s'il y en a 16, s'il y en a 12 ou s'il y en a 11. Je réponds à Nicolas Florian. Il vient directement de réagir à ma proposition. Comment on peut penser aujourd'hui un lieu de vie que Bordeaux-Maritime aujourd'hui, Bacalan, les bassins à flot, Ginkgo, les Aubiers, c'est un quartier. Ce sont des circonscriptions administratives, c'est pas des quartiers. Notre ville plus proche, c'est une ville avec des quartiers à taille humaine. On a parlé et la Garonne, ce n'est pas un quartier. Projet. En 2015, Bordeaux donc, a vu naître un nouveau stade, c'est le stade Matmut. Ce projet, donc, vous l'avez suivi de près évidemment à l'époque, la ville a privilégié un partenariat public-privé. 42 000 places. Oui. Est-ce que vous regrettez le choix de ce stade et son financement aujourd'hui et son fonctionnement ? Alors si vraiment il n'y a pas un regret à avoir, c'est celui du financement. Parce qu'au final, on aura le stade qui a coûté le moins cher parmi tous les stades qui ont été construits pour l'Euro 2016. Et ça, je mets au défi quiconque de prouver le contraire. Et d'ailleurs, la Cour des comptes l'a signalé dans le rapport qu'ils avaient fait sur les 8 stades ou 10 stades de l'Euro 2016. Aujourd'hui, c'est un consortium qui gère, qui fait la maintenance, et dans 25 ans maintenant, il reviendra auprès de la métropole dans un bon état. Et dans cette période, il faut savoir que la charge nette pour la métropole, c'est 2 300 000 € qui sont versés pour l'entretien du stade. Et au bout de 30 ans, il reviendra. Et au final, c'est un stade qui aura coûté le moins cher à l'ensemble des contribuables. C'est la Cour des comptes qui le dit. Le président des Girondins, M. Longuepé, considère que ce n'est pas forcément une situation idéale. Oui, non, mais M. Longuepé, déjà qui s'occupe de l'équipe des Girondins, le stade, je rappelle que c'est SBA qui gère le stade. Ce ne sont pas les Girondins de Bordeaux. C'est un peu compliqué, si on a bien compris. Le club des Girondins de Bordeaux est un utilisateur du stade. Ils ont participé au financement. Et d'ailleurs, ils versent chaque année 3 850 000 € de redevances pour utiliser le stade. Mais la gestion du stade, c'est le consortium SBA. Pierre Urmic sur ce point. Votre question était sur le registre des regrets. Je peux vous dire, il y a un regret que je n'ai pas, c'est de m'être battu comme un lion, souvent comme un lion solitaire, contre ce grand stade. Ce que dit la Cour des comptes, elle parle du financement, elle ne parle pas de l'opportunité. Il s'avère aujourd'hui que ce stade qui a été construit pour accueillir... Monsieur Florian, je ne vous ai pas interrompu, alors que ce dossier-là, j'aurais beaucoup de choses très embarrassantes à vous dire. Donc, s'il vous plaît, non. Il est hors de question que M. Florian... Il est hors de question que M. Florian... Je comprends par contre que ce sujet vous embarrasse beaucoup. C'est le plus grand fiasco financier de la fin de l'ère Juppé. Pourquoi ? Parce qu'on a financé un grand stade inutile. On l'a fait pour faire plaisir à l'UEFA, qui nous a dit, si vous, Bordeaux, pour votre standing, vous voulez accueillir l'Euro 2016 à tout prix, construisez un grand stade. Je note que d'autres grandes villes comparables à Bordeaux ont refusé le chantage de l'UEFA. C'était le cas de Nantes, Nancy, Rennes, qui ont dit non, vous, nous, on a des stades, on en est très contents. Ici, à Bordeaux, on a considéré que le standing de la ville de Bordeaux voulait qu'on accueille à tout prix l'Euro 2016 et qu'on ait un stade. Depuis, on a le grand stade sur les bras. Le grand stade sur les bras. Les chiffres que vous donnez sont inexacts. On va le payer pendant 30 ans. Et dans 30 ans, on aura un stade en ruine. On aura un stade en ruine dans 30 ans. Je pense être le seul candidat à faire une proposition qui consiste à dire il est anormal que les Bordelais paient pendant 30 ans l'outil de travail d'un club de football. Il ne faut pas d'argent public dans le financement des clubs de football. C'est l'engagement que j'ai pris.
Mais vous le savez, je l'ai pris Alors, c'est publiquement. quoi votre engagement ? Mais c'est De vendre le stade ? Mais bien sûr, c'est d'abord de casser le PPP. Ça coûterait Je pense combien ? que je l'ai obtenu d'autant plus facilement que notre partenaire, Ça nos partenaires coûterait Vinci et Fayad disent on ne gagne pas assez d'argent avec le stade. Donc je vais leur dire c'est ok, pas mon problème. vous gagnez pas assez d'argent, on casse le contrat. On récupère le Mon stade souci, c'est le et on contribuable, le c'est vend au pas les club. Je rémunérations. note ce que vous ne savez pas, parce que vous suivez peut-être de plus loin que moi l'évolution du monde footballistique. Actuellement, sur les 15 plus grands clubs européens de l'UEFA, 13 environ sont propriétaires de leur stade. En France, Lyon est propriétaire de son stade. Je pense que des clubs Thomas Cazenave, ont sur ce aspiration à être propriétaires. Quelle est de leur votre outil de position, travail. votre regard sur ce stade et sur l'équipe des Girondins de Bordeaux, rachetée par donc, un fonds de pension américain? Non, mais je trouve que Nicolas Florian est dans le déni. Tout le monde sait qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de nous, au-dessus des contribuables, qui est liée au déficit d'exploitation de l'SBA, qui est lié au déficit de fréquentation du stade. Tout le monde le sait. Il vaut mieux regarder lucidement ce problème qui est un problème de gestion. Moi, je suis... Cessez d'interrompre les uns les autres. Monsieur Florian, vous n'avez pas le monopole de l'expertise, et l'expérience, c'est pas uniquement le nombre d'années de Vous êtes le mandat. seul à Donc couper voilà. tout le monde, hein. Vous Donc êtes le vous seul à coupez couper tout le tout monde, le c'est monde. extrêmement Je vous donnerai le désagréable. dossier pour vous, là. Oui, on l'a déjà eu le dossier, je vous rassure. D'ailleurs, je constate qu'on a des problèmes de gestion qui s'accumulent. On a la question du stade, la question du pont Simone Veil, la question du crédit municipal, la question du BHNS. Nous avons des problèmes de gestion dans la ville. Et donc, il faudra bien s'attaquer à la négociation du PPP avec la SBA parce que ce déficit d'exploitation va finir par revenir aux contribuables bordelais. Vous le savez, vous poussez la boule devant vous. Vous aviez l'opportunité de renégocier. Vous avez d'ailleurs annoncé que vous voulez renégocier après les élections parce que cette renégociation, Monsieur Florian, elle est embarrassante. Sur le crédit municipal, je profite de cette parenthèse. Rue 89 sort un document attestant que vous auriez signé en fait et autorisé ce prêt litigieux de un peu plus de 8 millions J'ai d'euros. annulé à ma demande après. Vous l'aviez signé au départ. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez confirmé que vous aviez à ce moment-là pas accepté de dire que vous aviez signé Quand il y a eu le conseil d'orientation, je rappelle que le crédit municipal, d'une part, il ne coûte pas d'argent à la ville, il en rapporte. Il verse chaque année 600 000 euros au CCAS. Bon. Oui, mais ce prêt à plus de 8 millions ne respectait pas les règles. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas été contracté. Mais vous l'avez autorisé au départ. Mais le conseil d'orientation présente une proposition de prêt avec les précautions d'usage, je veux dire que si les conditions ne sont pas réunies, on refusera. Moi, je me suis livré à l'étude avec le directeur, avec le président du crédit municipal. Il s'est avéré que les conditions n'étaient pas réunies. Et d'ailleurs, la personne qui attendait le prêt, il nous a fait un procès et il a perdu. Donc, ça prouve bien qu'il y a eu un véritable contrôle et qu'on n'a pas été au bout de la démarche. Et comme je vous le dis, la personne qui attendait le prêt nous a attaqué le crédit municipal et il a perdu. Thomas Cazenave, non, moi je pense que là, on est un peu dans la contre-vérité. Le jour où vous signez, c'est bien que vous avez eu des éléments pour signer. Mais imaginez, c'est la banque des pauvres. Vous signez un prêt qui engage un tiers du bilan. Il n'a pas été contracté. Un tiers, mais il n'a pas été engagé. Le problème qu'on a, c'est un problème de transparence. D'ailleurs, comme sur d'autres dossiers, je pourrais parler de nouveau du Pont de Pierre, sur lequel on n'a toujours pas le résultat des études. Donc je reviens sur le crédit municipal. La clarté. Vous aviez répondu à Sud-Ouest en disant je l'ai bloqué, sauf que Rue 89 publie aujourd'hui un article qui montre. Alors, la première fois, vous ne le bloquez pas, et parce que vous avez une enquête, Monsieur Florian, la réalité, il y a une enquête de l'autorité de contrôle. Et c'est l'autorité de contrôle qui vous a fait reculer. Enfin, il n'y a pas 1 euro d'argent municipal. C'est la municipal. C'est le crédit municipal qui verse chaque année des dividendes, 600 000 euros. Par ailleurs, effectivement, c'est la banque des pauvres, Monsieur Florian. Oui, c'est vrai. C'est pas une banque faite pour ce type de prêt. Et 80% des prêts sont faits pour des gens qui sont hors circuit bancaire. C'est pas sérieux. Le conseil d'orientation était en avril 2019. Nous sommes aujourd'hui en mars 2020. Entre avril 2019, où on nous propose de contracter le prêt, et aujourd'hui, il a été annulé. La réalité, noté elle pour est ce point. Un mot sur le grand stade, une précision. Jacques Colombier. Vous revenez sur le grand stade. Je reviens, puisque je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet très rapidement. Jacques Colombier, conseiller municipal de Bordeaux, avait voté contre la construction du grand stade. Maintenant que celui-ci est construit, nous le conservons, changeons de partenariat. Et puis nous estimons que le sport, c'est un enseignement, c'est de la joie pour les enfants, c'est une école de la vie, c'est du bonheur donné aux plus jeunes et aux moins jeunes. On peut diversifier aussi les productions avec des spectacles extra-sportifs dans ce grand stade. Donc nous le conservons
en faisant des économies, un meilleur donc partenariat. Moi, je ne voudrais pas que le stade Jacques Chaban-Delmas, par exemple, soit détruit. Il n'a jamais été question. S'il en a été question, il en a été question. Et il en a été question, mais je vous jamais le maire j'ai eu de très bons souvenirs. Je l'espère, car je garde. On va souvent au stade. Je garde, si, tout à fait. Mais quand j'étais étudiant, j'allais très souvent au stade. C'est noté, et justement, M. Palluto. je voudrais conserver et le stade Jacques Chaban-Delmas et le stade de Matmut. Vous avez failli attendez, être l'adjoint Philippe au maire, M. Florian, qui allait faire passer la jauge du stade Chaban-Delmas de 33 000 places à 16 000 places avec un programme immobilier de Vinci à la place des tribunes actuelles. Avec Alain Juppé et le programme Philippe Poutou, Pas du tout, c'est les riverains et certains élus qui vous ont fait reculer. C'est les riverains et certains élus. Vous vouliez le Alain faire. Juppé. Philippe Poutou, vous vouliez intervenir. Il nous reste 5 minutes dans ce débat. Philippe Poutou. Vous n'avez pas les 5 minutes. Mais on se côtoie au conseil municipal. Et alors C'est bon. Mais pas celui-là, monsieur Florian. Il est moins souvent d'accord avec ses colistiers qu'avec moi. Oui, 90% des délibérations. Ne refaites pas l'histoire. Ne refaites pas l'histoire. Enfin, il n'y a pas eu toujours d'opposition non plus quand même de votre côté par rapport au choix budgétaire ou au choix de la les choix essentiels, les bon, budgets, j'ai toujours voté contre tous les budgets c'est vrai que de des M. fois, Florian ça Cézanne, fait monsieur sourire, on Poutou. en discute pas mal, ça fait sourire de passer pour l'éternel opposant et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours eu J'ai d'opposition. voté contre tous les budgets. Non. Mais si. Il y a eu des tas de choix qui ont été faits. Non, mais vous dites, vous connaissez peu l'histoire bordelaise, je pense que vous en apportez quelques preuves quand même. Ok, c'est bon. Renseignez-vous avant d'attaquer vos concurrents. Vous avez beaucoup fait d'abstention, si on voulez qu'on rentre dans des détails. Il y a pas mal de Oui, décisions. je peux expliquer tous mes votes, mais c'est pas sur les ventes débat. de terrain, par exemple, de Soferti à des petits amis de M. Florian, bien liés à Pichet, à tout ça. Vous n'êtes pas opposé à ça. Vous avez fait abstention. Arrêtez. Arrêtez. Là, déjà, ça change de formule. Donc, oui, on sait très bien. Il y a quelques votes, quand même, qu'on connaît. Vous n'êtes pas opposé tout le temps. Donc, voilà, c'est juste une petite remarque en passant. La petite légende de l'opposant éternel, des fois, à un moment donné, il faut le mettre un petit peu en veille. Donc, sur la question du stade. Opposant constructif, vous avez raison. Sur la question du stade, nous on pense que c'est une illustration de choix budgétaires ou de choix politiques qui sont désastreux. Ça parlait du stade Lescure, il y avait un stade qui fonctionnait bien, il n'était même pas plein à craquer. Et donc là, il y a eu pour nous ce qui s'appelle un projet inutile, un projet qui coûte cher en plus, parce que les PPP, donc c'est pas juste à Bordeaux, mais les PPP ça coûte très cher à la collectivité et en général ça rapporte au privé. D'ailleurs, c'est un peu la règle, c'est un peu un mécanisme qui est fait pour ça. Donc nous on dénonce les PPP, donc le grand stade on dénonce et maintenant on est un peu dans la merde. Qu'est-ce qu'on en fait de ce gros truc d'ailleurs, de ce point de vue-là, on est plutôt d'accord avec les ultras des supporters des Girondins de Bordeaux qui ont des idées un peu, y compris sur la gestion du club. Il nous reste 3 minutes. Voilà, donc, et puis le musée du vin, c'est pareil, c'est un PPP qui coûte cher. Et puis voilà, ça met en lumière. C'est pas le PPP. Ah merde, donc là j'ai faux. Mais vous êtes trompé. Philippe Poutou, on a entendu. Non, mais j'ai pas fini. Juste sur. Alors pour conclure, on va laisser la parole aux autres candidats. Des choix, enfin ce qu'on appelle la grande braderie, c'est tous les terrains qui sont vendus par la municipalité à des promoteurs immobiliers. Donc ça pose aussi tout ce problème de choix politiques qui sont posés, le copinage, les petites histoires entre amis, ou les Nicolas relations Florian, entre les pardon, industriels, les promoteurs et les bancaires. Voilà, donc Nicolas Florian, encore une fois, rester global. C'est noté, Philippe Poutou, sur le stade et surtout sur les Girondins de Bordeaux. Cette équipe, elle vous inquiète? Est-ce qu'il faut changer de repreneur? Est-ce qu'il faut envisager de ne plus travailler avec ce Est-ce que c'est le rôle d'un maire de se mêler de la politique du club finalement? Moi, c'est pas le rôle du maire que de s'occuper de la politique sportive. Par contre, le maire, Nicolas Florian, il est supporter des Girondins. Donc, je préfère les voir gagner que perdre, tout simplement. Donc, moi, j'aime mon équipe et j'ai envie qu'elle progresse. Après, sur la gouvernance, je serai quand même attentif de savoir comment gouverne King Street. Et c'est pour ça que j'ai demandé à rencontrer un de ses représentants. Je l'ai eu, je vois régulièrement M. Longuepée. Et que s'agissant des supporters, moi je comprends que les supporters puissent avoir une forme d'amertume s'agissant de la politique tarifaire des places. Pour conclure, puisqu'il faut vraiment conclure dans le cadre de ce débat, quelques mots, les supporters qui étaient en colère cette semaine, qui l'ont dit d'ailleurs avec des banderoles dans la ville. Moi je supporte les Girondins de Bordeaux. Je trouve par ailleurs que le stade est un beau stade. Il va falloir trouver des réponses notamment aux problèmes de déficit qui sont soulevés. En revanche, il faut de la performance sportive. C'est comme ça qu'on remplira le stade, avec une belle équipe. Et il faut que les actionnaires y tiennent leurs engagements pour qu'on ait des bons joueurs, une belle équipe et des performances sportives. Et comme ça, on va réconcilier le club, la ville et ses supporters. Benoît Palluto, sur ce point. Écoutez, moi j'aurais préféré parler de sécurité. Oui, mais là on ne pourra pas, on ne va pas pouvoir... Non, on ne pourra pas, on reste là. Sur ce point-là, sur les Girondins de Bordeaux et sur l'aspect professionnel de ce club, vous aviez quelque chose à ajouter? Je soutiens les Girondins de Bordeaux, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une belle séparation entre le sport et
le sport, et bien sûr, et la ville. Ne pas retomber dans les erreurs du passé avec Jacques Chaban-Delmas et Claude Besse. Moi, j'ai tout de suite, attendez, En 15 secondes, s'il vous moi, plaît. j'ai tout de suite apporté mon soutien aux ultramarines dans le cas de la crise qui traverse aujourd'hui, mais je dirais plus globalement, il y a actuellement une menace qui pèse sur le football, qui est un sport populaire par excellence. C'est une financiarisation à outrance des clubs de football. On a un bel exemple à Bordeaux. Vous avez des financiers qui achètent un club et quand ils se rendent compte que c'est moins rentable que ce qu'ils escomptaient, ils se retirent. Cela me paraît très dangereux. Pour conclure en 15 secondes. Ouais, mais juste, c'est cette opposition entre le sport fric, les Girondins de Bordeaux, c'est des gros clubs pleins d'argent, et c'est vrai que par opposition, on s'aperçoit que dans des quartiers comme Bacalan, par exemple, où il n'y a pas de structure sportive pour toutes et tous, donc c'est aussi ce problème, ce décalage-là. Donc nous, on serait pour développer et investir dans des structures sportives qui soient accessibles à l'ensemble de la population, et ça pose le problème de l'escure d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de volonté de détruire l'escure. On ne relance pas le débat, c'est noté, ne relancez pas le débat. Alors que heureusement qu'il y a une association on ne relance qui pas s'est ce battue débat. pour permettre à ce que ce stade reste accessible, notamment une association. Messieurs, merci, c'est la fin de ce premier débat. Messieurs, merci. La soirée continue sur France 3 Aquitaine, à suivre les enjeux à Villeneuve-sur-Lot. Yves, merci.